Nouveau générique, petite musique d'entrée. Bon, on est peut-être pas mal. Oh, le dab. Bien sûr. On arrive comme dab. Voilà, on est motivé aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Généralement, on est encore plus motivé quand on dort moins. Ouais. Vous savez comment on a un nouveau générique? Eh ben, j'ai envie de vous le remettre parce qu'on est fiers de ce générique. Balance. Eh ben, je vais vous Balance. remettre le générique juste pour Balance. vous. Allez-y. Voilà. Voilà, le PSG chaud, c'est ça aussi, c'est tout doucement. On est en train de professionnaliser, d'avoir des effets spéciaux qui arrivent. On met même des vestes maintenant pour venir faire l'émission. C'est super. J'espère que tout le monde va bien. Les amis, on a vécu une grosse semaine avec le Paris Saint-Germain. Cette victoire 4-0, on va pas revenir dessus. On aurait pu faire un PSG chaud spécial, victoire après Barcelone. Malheureusement, c'est que le lundi qu'on est ensemble. On a vécu une superbe semaine qui aurait pu bien se terminer. Malheureusement, 0 partout hier entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Le Paris Saint-Germain qui a manqué l'occasion de revenir à hauteur de l'AS Monaco, qui garde 3 points d'avance en tête de cette Ligue 1. Égalité maintenant avec Nice, le Paris Saint-Germain. Ça va être très chaud jusqu'à la fin. Allez, j'ai mon petit papier avec moi, avec le sommaire. J'ai mon petit téléphone pour toutes vos questions. Je suis chaud. On parlera donc bien sûr de ce Paris Saint-Germain-Toulouse 0-0. On aura toutes les réactions dans quelques minutes. Je suis rapide aujourd'hui. Hein. Ouais, Je suis très en forme. Je suis très en forme là. On a beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de réactions en zone mixte. Hier, on a Rabiot, Marquinhos, Mota. On parlera d'Alain Rabiot avec un petit collègue d'Opta qui va nous rejoindre tout à l'heure vers 11h15 pour parler justement de la performance d'Alain Rabiot hier avec le moment Opta. On parlera de Krikoviak aussi. J'ai été le voir jouer samedi avec la réserve. Vous aurez des petites images de son match avec la réserve. On aura une interview exclusive de Formiga, la nouvelle star brésilienne du PSG féminine. Et on aura une interview exclusive de Marsal, l'arrière-gauche de Guingamp qui parle du PSG. Tu as été voir Marsal il y a 2 semaines maintenant? Oui, c'était lors du week-end où il y avait Guingamp-Lyon, donc oui, c'était pas le. Ouais, il y a 10 jours. Ouais, il y a 10 jours. Il y a 10 jours, tu as été voir Marsal et on va se poser la question, est-ce que Marsal serait un bon remplaçant à Maxwell? Parce que je vous rappelle que Maxwell devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Nico qui nous dit salut à vous, il défonce ce générique. Merci Nico. Voilà. Merci Nico. Bien Et attendez, sûr. c'est que le début Bien des sûr, surprises. Nico. Je vous dis qu'on est en train d'essayer de vous faire des trucs de malade pour le PSG show. Voilà, un jour ou l'autre, derrière le Parc des Princes, il dit que je fais toujours la même blague, et ben je vais la refaire. Salut Jonathan Calderwood qui est en train de refaire la. Je fais toujours la même blague, mais je continuerai à la faire jusqu'au bout. Voilà. Salut Cathy, salut Lior, salut Sofane, salut Anthony, bien Sister Sledge, je nous dit oui, on a même la musique du début, comme ça, on a un petit lounge, on vous fait patienter. Vous savez quoi? Exactement. Nous on est comme ça, nous. Ouais, On s'en fout, on la remet. Tiens, allez hop, remet. Et danser, on veut voir danser là. Mais il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que je vous la remets, mais plus que ça marche. Voilà, là, on a la musique. Là, on peut danser sur ces salades, on est bien. On est lundi matin, on parle tranquillement du Paris Saint-Germain. Mais on va y aller quand même, on va parler de ce Paris Saint-Germain. Voilà. On est bien entre nous, les amis. Est-ce qu'on n'est pas bien? On est bien. Allez, salut Hugo, salut à tous. Vous nous mettez vos questions en commentaire. Je suis là aujourd'hui. On a un cadeau comme tous les lundis. Et c'est cet homme qui a encore marqué face à Barcelone, le 4e but. Vous avez vu quand il a marqué face à Barcelone. Il a marqué sur ce but-là. Ici, là, il a couru tout le terrain pour aller venir célébrer son but. C'est la Pobluche d'Edinson Cavani qui a gagné dans le PSG Show aujourd'hui. Julien, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour gagner cette petite Pobluche pour qu'elle soit sur votre étagère avec votre fils comme vous voulez, votre fille, voilà, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, vous reprenez la musique du générique et vous nous envoyez vos meilleurs clips de danse. Et puis on sélectionnera parmi les meilleurs. Non, je rigole. Vous partagez le P. Si vous voulez, remarquez, ça peut être un test. Vous filmez en train de danser, vous nous envoyez ça avec un petit PSG chaud en tatouage comme ça peut être pas mal. En tatouage. Sinon, vous faites comme d'habitude, vous partagez le live avec le petit bouton qui est en dessous votre écran et vous partagez le PSG chaud et puis on vous tire au sort mercredi midi, on vous envoie ça chez vous. Ou vous venez le chercher à la rédac. Ici, on sera ravis de boire un petit café, de rigoler, d'échanger 2-3 blagues. On sera ravis de vous rencontrer. Donc voilà, vous pouvez aussi en parler sur Twitter. Hashtag Je vais la laisser là. show. Partagez l'émission, les amis. On a Alexis qui nous dit je suis déçu de l'attitude de Toulouse. On va se plonger tout de suite dans cette rencontre. Alexis, lui, il est voilà, on va se plonger tout de suite dans cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse parce qu'on est ensemble pendant 1 heure, les amis, un petit peu moins d'1 heure, mais il faut aller vite. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Alexis qui nous dit je suis déçu de l'attitude de Toulouse. Ils ont posé le bus devant le but du Paris Saint-Germain comme toutes les équipes qui viennent au parc sauf Monaco et Lille. Julien, 0-0 de la part du Paris Saint-Germain hier, une rencontre difficile. On a senti des Parisiens physiquement un petit peu en dedans par rapport au match de Barcelone. Forcément, un Marco Verratti qui est rentré, qui a changé encore une fois le visage de cette équipe. Unai Emery qui avait choisi de faire tourner des remplaçants pas forcément à la hauteur.
et 2 points de perdus très importants. Ouais, alors moi je fais une distinction. Bon, alors je sais pas, si on commence à parler de On parle de Toulouse, vas-y. De Toulouse, je pense qu'il y a. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre. Hein. On veut tous vos commentaires en tweet pendant que Julien parle. Je pense qu'il y a une différence entre les deux mi-temps toulousaines. Je pense que la première mi-temps a plutôt été agréable du côté de Toulouse. Je crois pas qu'ils étaient venus au Parc des Princes. C'est parce qu'on nous dit, Lior nous dit dégueulasse la manière de jouer de Toulouse, par exemple. Ouais, mais moi je trouve que la première mi-temps a pas été si horrible que ça. Je pense pas qu'ils soient venus au Parc des Princes avec l'intention de mettre le bus. En revanche, je pense que Paris, qui a complètement sevré l'équipe de Toulouse de ballon en seconde période, a un peu obligé le bloc toulousain à reculer. Ça coïncide aussi avec l'entrée de Verratti qui a fait avancer les Parisiens. Et je pense qu'ils n'ont pas eu les armes techniques pour répondre. On a vu que dès qu'ils récupéraient les ballons, ça lançait devant. Ils auraient pu effectivement avoir un autre plan de jeu, mais en seconde période ils ont senti qu'ils pouvaient ramener un point. Voilà, moi ce que je retiens surtout du côté parisien, c'est que à l'image du match face à Lille, le PSG a encore beaucoup de mal à manier les équipes qui défendent très bas. Il n'y a aucun problème, ils développent du jeu contre les équipes qui proposent quelque chose, qui essayent d'utiliser le ballon, et dans ce cas-là, le Paris Saint-Germain arrive à bien mettre en place son plan de jeu. Et je trouve que face aux équipes qui ont un bloc bas et qui défendent, c'est encore un peu compliqué. On a un supporter toulousain qui est avec nous, Axel. Salut Axel, c'est les supporters toulousains, vous êtes les bienvenus les amis. Et vous nous dites pourquoi vous avez aimé la performance de votre équipe. C'est en train de débattre entre Axel qui dit voilà, on n'a pas les mêmes moyens que vous, c'est normal qu'on joue de cette manière. Donc voilà, c'est normal pour Axel. Je vous propose d'écouter la première réaction. On va essayer de passer un peu vite parce qu'il nous reste 5 minutes avant de passer déjà au prochain thème et à Adrien Rabiot. La première réaction de Kevin Trapp après la rencontre, justement, les joueurs parisiens qui étaient forcément déçus après ce match nul. C'était une opportunité de se rapprocher à Monaco, d'arriver à voir Monaco. Il n'y avait que la victoire qui a compté ce soir, qui pourrait compter ce soir. Donc on est déçus un peu, c'est pas satisfait. Oui, mais il faut continuer, il y a encore quelques matchs, donc c'est toujours possible, sauf que 3 points. Donc rien n'est perdu. Donc, on a toujours la possibilité, mais bien sûr, ce soir on est déçus. Voilà, il n'y a que la victoire qui aurait compté ce soir, c'est les mots de Kevin Trapp. C'est vrai que finalement, quoi que le PSG fasse, il aurait fallu avoir les 3 points pour faire sentir un peu le souffle à Monaco derrière. Ouais, c'est clair qu'ils ont raté une belle opportunité de revenir à un point de Monaco. Ils n'en profitent pas. Ça commence à se multiplier les situations où ils ne profitent pas des situations qu'ils doivent exploiter. En bout de course, c'est des points qui vont compter. Hier, on a senti que les joueurs, je ne sais pas si on l'avait senti peut-être avant, mais cette fois-ci, hier soir, on a senti au Parc des Princes que les joueurs se disaient merde. Je crois que là, on a loupé quand même une belle occasion et elles vont pas être nombreuses à se représenter jusqu'à la fin de la saison. On dit qu'il reste du temps, mais il reste 12 matchs et ça va passer vite. Il y a la Ligue des Champions. A priori, Paris va être qualifié à moins d'un retournement de situation, va être qualifié pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Il va y avoir d'autres échéances. Et les matchs commencent à se réduire en Ligue 1. Je pense qu'effectivement, hier, les Parisiens étaient assez déçus. On continue avec les réactions, les amis. Beaucoup de réactions hier en zone mixte. Pareil, encore une fois, très déçus. Cette fois-ci, c'est Thiago Motta. On est déçus parce que aussi avec le match nul de Monaco, on pouvait rapprocher à Monaco ce soir, mais c'était pas possible. C'était un match compliqué dès le début, difficile. Contre une bonne équipe, tous derrière, comme d'habitude. Ils ont bien fait son travail et nous on n'était pas capables de franchir cette ligne défensive qu'ils ont créée. Et à la fin, on avait quelques occasions sous corner par exemple, mais c'était pas suffi. Et, on doit continuer et penser déjà à le match contre Marseille. Encore une fois, Thiago Motta est très déçu. Alors je vois que vous parlez de l'arbitrage. On a Nico qui nous dit l'arbitrage aussi, on en parle un peu. On a Johan qui nous dit arbitrage très discutable. Monsieur Le Sage, c'est vrai qu'hier a eu quelques situations, il a beaucoup laissé jouer.
Et par moment, on ne sait pas si ça valait vraiment le coup. Alors, c'était pas Monsieur Le Sage, c'était Monsieur Delerue. Mais, c'est pas Monsieur Le Sage. Non, il y a eu un espèce de micmac un peu étrange. C'était Le Sage qui devait arbitrer. Finalement, c'était Delerue sur la feuille de match. Non, bref, c'était Delerue, l'arbitre de la rencontre hier. C'est pas la première fois d'ailleurs que les Parisiens ont un problème avec lui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, on peut parler d'arbitrage parce qu'il y a pénalty clairement sur la main de Trejo dans la surface, sur sur Marquinhos. Voilà, mais je pense que ça sert pas à grand chose de s'arrêter sur l'arbitrage parce que des décisions favorables, des décisions défavorables, il y en a. Aujourd'hui, la situation, c'est que le Paris Saint-Germain aurait dû gagner ce match, mais pas sur un penalty. Ouais. Voilà, ils auraient dû gagner parce que c'était une équipe qui était supérieure, parce que c'est une équipe qui s'est créée des occasions, mais qui a manqué de réalisme et qui a eu du mal à manier ce bloc bas. Donc voilà, c'est là-dessus plutôt qu'il aurait fallu insister. Plus à mon sens que sur l'arbitrage. Alors dites-nous vous en commentaire ce que vous avez pensé justement de l'arbitrage, puisque ça parle de l'arbitrage. On a Michel qui nous dit il faut en parler de l'arbitrage. Mais dites-nous quelle situation vous pensez que monsieur Delerue du coup aurait dû siffler hier. Donc vu le jeu proposé, voilà Cathy qui nous dit vu le jeu non proposé, l'arbitrage qui laissait à désirer, mais c'est vrai que le jeu est plus important. On termine avec les réactions parisiennes avec Marquinhos qui réagit également à ce match nul hier. Le résultat de ce soir, on veut tout de suite rejouer, on veut tout de suite faire notre match. On a une semaine importante à préparer bien ce match-là. C'est un match très important pour nous, pour les supporters. Et maintenant, ce match-là, il faut le gagner. Il a manqué un peu d'efficacité. On n'a pas créé beaucoup d'occasions, on a eu des bonnes occasions, on n'a pas réussi à marquer. Voilà, je crois qu'il y avait l'envie. Nous, on voulait vraiment sortir de ce match avec la victoire. C'était une opportunité pour se rapprocher de Monaco. Et on savait que ce match-là, il allait être très important. Mais comme on n'a pas réussi à marquer, le match nul, on rentre toujours sur le discours qui a manqué de détermination, qui a manqué d'envie. Mais je pense pas. Je pense que si on arrive à marquer un but, à marquer un deuxième but, le match allait être plus facile. Ouais, que Julien s'est transformé en Flo. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Très bien. Flo qui est là, il y a les effets spéciaux, le petit Opta qui va apparaître sur le côté. Magnifique. Flo qui fait partie de la team Opta, qui est le petit frère, le petit sœur on est frères entre Gaulle et Opta, on travaille toujours tous ensemble. Et qui va nous parler, aujourd'hui je vous montre ce top 5 hier de PSG Toulouse, dites-nous si vous êtes d'accord avec ça. Tout en haut du top 5 on a mis Adrien Rabiot avec la photo, vous voyez, avec Oscar Trejo. Adrien Rabiot qui a probablement été le meilleur parisien, dites-nous si vous êtes d'accord avec ça, ce que vous pensez de ce top 5. Et puis donc Flo, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'Adrien Rabiot, nous parler de son match. Il a fait un match super bien, Adrien Rabiot, dans la lignée de son match face à Barcelone. Oui, alors effectivement, ça n'a rien quand même de comparable avec le FC Barcelone où il était sur un nuage comme toute l'équipe parisienne. Mais il était dans des standards très hauts hier contre Toulouse. Par exemple, par rapport au nombre de ballons touchés, 113. Hop, ils sont là, ça apparaît. Mais voilà, vous voyez donc sa map de ballons touchés. 113 ballons touchés, ce qui est il y a seul Thiago Motta a fait mieux que lui hier. Donc une activité assez importante. C'est son 3e total de la saison sur un match de Ligue 1, donc il était vraiment... Surtout de partout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il touche les ballons vraiment de partout sur le terrain, quoi. Voilà, exactement, il a vraiment une activité sur tout le terrain. On a aussi 99 passes tentées, ce qui est beaucoup pour lui. Son record est à 101 sur cette saison sur un match de Ligue 1, donc il est très très proche de ses standards, de ses meilleurs standards, avec 91% de réussite, donc Hout qui fait beaucoup de passes, en plus il les réussit, donc ce qui est important. Il était très très propre dans le jeu hier. Tout ce qu'il a tenté quasiment, il a réussi. Il a réussi, il a disputé 14 duels aussi, ce qui est son 3e meilleur total de la saison. C'est ballons récupérés. Et donc aussi il a récupéré 10 ballons, le meilleur total parisien hier, et surtout son 2e meilleur total de la saison sur un match de Ligue 1, derrière son match référence contre Rennes au Parc des Princes. Pour ceux qui ne sont pas forcément férus de stats, 10 ballons, on a l'impression que c'est pas énorme comme ça, mais une moyenne en Ligue 1 par exemple d'un joueur à son poste, ce serait combien de ballons récupérés? Un bon match. Quelqu'un qui fait normalement un match 5-6 ballons récupérés, c'est un bon match? 7-8 ballons, c'est un bon match, on va dire. Donc 10, c'est vraiment la moyenne très haute, quoi. C'est une moyenne très haute. C'est une moyenne très haute. Il a également subi 3 fautes
3 fautes, c'est le total le plus élevé côté parisien hier en compagnie de Thiago Motta. Donc voilà, il a été vraiment utile, incisif. On l'a vu faire quelques percées offensives qui ont essayé d'apporter du peps On le voit là, Adrien Rabiot. au jeu parisien, et ça a été certainement l'un des seuls à surnager hier, et il lui a manqué pas grand chose pour aboutir à une prestation encore meilleure. Qu'est-ce qui lui a manqué justement pour toi? Peut-être un peu de fraîcheur physique, je pense. Un peu de fraîcheur physique, parce qu'effectivement, après un match comme il a fait contre Barcelone, avec toute la débauche physique, la débauche mentale aussi que ça engendre, un match comme le FC le FC Barcelone, c'est toujours compliqué de se replonger 3 jours après face à Toulouse. Vous passez de Busquets en face de vous à Alexis Blin, alors sans Ça y est, sans direct, être Alexis Blin, il méchant, arrive, bam, Alexis Blin. Voilà. avec Alexis Blin, Touché au mollet, Alexis Blin hier, qui n'a pas fini la rencontre. voilà, donc en plus qui était Voilà, blessé, glisser l'information comme ça. mais voilà, c'est toujours compliqué. Donc je pense un petit peu plus de fraîcheur physique lui aurait fait du bien, et lui aurait permis d'être davantage présent dans la surface adverse, comme il a l'habitude de le faire, et de frapper plus souvent. Il a fait qu'une frappe hier. C'est vrai qu'on l'a un peu moins vu en deuxième période, Adrien Rabiot, mais probablement l'un des meilleurs Parisiens dernièrement sur les derniers matchs avec Marco Verratti. Il est en train de prendre une autre dimension, Adrien Rabiot. Il est en train de franchir un palier, et on le voit dans les matchs importants, il est là. On se rappelle de ses matchs contre Chelsea récemment, Ouais. en Ligue des Champions. Contre Barcelone, il était très bon, et il est en train vraiment de franchir un palier, et il peut toquer à la porte de l'équipe de France. Parfait. Merci beaucoup, Flo. Eh bien, de rien. Super pour cette petit passage sur Adrien Rabiot, le meilleur joueur parisien. Je vous remets le top 5. Voilà, comme ça le temps qu'on fasse le changement entre Julien et Flo. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ce top 5 en commentaire. Rabiot, Verratti, Lafont et Julien. Très bon le défenseur. Julien, c'est pas toi, hein, Julien. C'est le défenseur, c'est son nom de famille en plus. Merci Flo, c'était superbe ce petit éclairage. Je suis d'accord avec toi, avec ce top 5, toi, Julien. Ouais, je suis d'accord avec ce top 5. J'ai trouvé, comme tout le monde, que Adrien Rabiot avait été le meilleur parisien. Comme tout le monde, que Marco Verratti avait changé le visage de son équipe en seconde période. Alban Lafont a fait des arrêts décisifs. J'ai trouvé Marquinhos très bon dans l'anticipation, très bon dans les couvertures de balles. Et puis Christopher Julien qui a arraché un nombre de ballons assez Il incalculable. était très très bon. Voilà, après des premières minutes un peu compliquées, parce qu'il y avait un Lucas en feu qui a vraiment beaucoup dérangé le côté Sur gauche. le début de match. Voilà, le côté gauche de la défense toulousaine. Mais je l'ai trouvé très bon, et dans l'anticipation et dans les duels aériens. J'ai trouvé très costaud. Donc ouais, ok avec ce top 5. Thomas qui nous dit avec Rabiot, il y en a qui peuvent craindre leur place en équipe de France. C'est vrai qu'il est en train de monter en puissance. Et Moi, Deschamps va avoir vraiment des problèmes au milieu de terrain. Et on a une abondance très rapidement sur l'équipe de C'est France. des problèmes de riches. C'est des problèmes de riches, mais c'est sûr qu'entre Pogba, entre N'Golo Kanté, entre Adrien Rabiot, entre Blaise Matuidi qui est toujours là, parce que Sinon, Bakayoko aussi choisit l'équipe de France. Oui, éventuellement. Oui, c'est sûr que, mais tant mieux, c'est des problèmes de riches. Il y a une très belle génération de jeunes joueurs en équipe de France, et notamment dans ce secteur de jeu-là, parce qu'on peut aussi parler de Willian Cyprien, par exemple. C'est quand même très très positif pour tout le monde. Et justement, à côté d'Adrien Rabiot, il y avait un jeune joueur, Christopher Nkunku, qui a vécu sa première titularisation en 2017 avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour Christopher Nkunku, il est un peu titulaire, à chaque fois ça se passe mal. Titulaire Montpellier, défaite 3-0, titulaire Guingamp, 2-1, titulaire hier. Il n'a pas fait un très gros match. Avant qu'on réagisse sur la performance de Christopher Nkunku, regardez la réaction de Unai Emery justement à propos du jeune Parisien. Christopher Nkunku, c'est un joueur qui a mérité d'être avec nous et jouer les matchs. Mais après, comme je l'ai dit, quand il a fait les 11 pour commencer les matchs, tu pensais quelque chose, si n'est pas sort les choses comme tu veux. Pour la première mi-temps, la possibilité d'entrer. Je crois qu'aujourd'hui, quand c'est le premier mi-temps match nul, c'est important qu'il y ait un joueur comme Verratti qu'il fait quelque chose pour l'équipe, qu'il est différent avec la capacité de nous. Mais je crois qu'il a fait bon travail en concours, mais la deuxième mi-temps, après de la première mi-temps, nous avons besoin d'autre chose pour changer et progresser avec les matchs, comme nous voulons, pour gagner.
Voilà pour l'Henry sur Christopher Nkunku, qui est bon quand il rentre en jeu, mais qui a encore un peu de mal à débuter les matchs avec le Paris Saint-Germain. Ouais, je pense qu'il manquait aussi un peu de rythme parce que c'était ça. Il avait enchaîné quelques titularisations. Il a été bon contre Barcelone quand il est rentré. Ouais, Insouciant d'ailleurs. Ouais, il a été bon. Après, il rentrait quand même dans un contexte qui était sacrément favorable. Donc bon, bref, mais toutes ces considérations-là mises de côté, je trouvais qu'il manquait un peu de rythme. Nkunku, c'était sa première titularisation en Ligue 1 en 2017. Ouais. Voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de rythme. Je l'ai trouvé. Encore trop tendre, nous dit Laurent. Ouais, je l'ai trouvé techniquement un peu en dedans, alors qu'il faisait des belles différences quand même quand il avait enchaîné sa période au mois de décembre, là où il avait été titulaire, je crois 6 ou 7 fois de rang avec le Paris Saint-Germain. Voilà, on avait senti qu'il avait trouvé de la confiance, qu'il avait peut-être que voilà, le fait de revenir. Mais il jouait côté gauche, bizarrement. Il jouait côté gauche, c'est vrai, il jouait côté gauche. Voilà. Allez, joueur des cœurs pour soutenir Christopher Nkunku, si vous voulez que Christopher Nkunku continue à jouer avec le Paris Saint-Germain, le soutenir après ce match un peu difficile. Évidemment. Vous mettez des petits cœurs, les amis, vous appuyez sur les cœurs et puis vous soutenez Christopher Nkunku. Un peu difficile, il a pas non plus été horrible, hein, Christopher Nkunku hier. C'était un match qui était un peu compliqué parce que Paris avait un peu de mal à utiliser les ballons. Il s'est montré techniquement parfois approximatif. Il jouait sur un côté où honnêtement, je pense que sa performance est. Il y a des cœurs. Allez, on ramène les cœurs pour Christopher Nkunku si vous voulez que Christopher Nkunku soit soutenu. Vas-y, parce que je vois les cœurs arriver, ça fait plaisir. Je trouvais que sa performance était aussi à mettre un peu en relation avec celle de Serge Aurier sur le côté droit, parce que Serge Aurier n'a pas été bon du tout et que forcément. Alors on a parlé des tops, donne-nous ton flop 3 du match, donc parisien, côté parisien. Mettez-nous en commentaire également le top 5 parisien sur ce match, le top 3, allez. Top 3 parisien sur ce match et le flop 3 parisien en commentaire. Et non, je te boycotte pas, Steve qui dit Loïc, tu me boycottes. J'ai juste pas vu tes messages, désolé. Voilà, donc flop 3, top 3 en commentaire, les amis. À toi, Julien. On fait rapidement. Le top 3 ou pas? Top 3 d'abord. Le top 3, Adrien Rabiot, Marco Verratti. Et je mettrais Marquinhos. Je mettrais Marquinhos, voire Lucas. Mais on va dire Marquinhos parce qu'il a été très important. Et le flop 3 Et le flop 3, je mets les deux latéraux. Je mets Aurier et je mets Maxwell. Et puis Nkunku parce que ça a été un des moins bons aussi. Donc voilà. On a Mams qui nous dit le top Rabiot, Verratti, Marquinhos. Voilà, on est à peu près d'accord sur ce top 3. Verratti qui est entré en milieu de match. C'est-à-dire tout le monde dirait que c'était une hésitation avec Lucas. Avant que Flop nous dit Draxler, Cavani, Aurier. Mais quand même Draxler et Cavani. C'est vrai que Draxler a été transparent hier, on peut le dire. Mais il a tenté, je l'ai trouvé un peu seul sur son côté gauche. Il a tenté, il a moins été en réussite. Cavani, oui, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Il rate une frappe qui passe pas loin de la lucarne sur une déviation de Lucas là, dans la surface. Il touche le poteau, il a Cavani hier. Voilà, il touche le poteau. Bon, j'ai pas trouvé qu'il était. Je l'aurais pas mis dans mes flops. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions franches hier. Et Laurent qui nous dit Aurier, Lucas, Draxler dans les flops. Il met Lucas, ce qui est un peu Michel qui nous dit non, faut pas mettre Lucas, il fait 20 bonnes minutes et après on l'a plus vu. Ouais. Lyon qui nous dit top 3, Rabiot, Verratti et Lucas. Il faut pas mettre Lucas, mais il a été inconstant. Il n'en reste pas moins que. Steve, il met des messages comme ça. Il en reste pas moins que sur le match d'hier, moi je trouve que Lucas c'est un des Parisiens les plus dangereux. Voilà, il fait du Lucas, il crée du danger, il crée des occasions et dans le dernier geste il pêche. Mais si on prend le match d'hier et seulement le match d'hier, pour moi Lucas c'est un des Parisiens les plus dangereux tout simplement. On a Steve qui nous dit Kimpembe défend tellement bien qu'il défend aussi dans les buts adverses. Oui, c'est bien Steve, tu veux que je réponde à tes messages, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je réponds à un message comme ça. Donc là on est en train de voir les top 3 et des flop 3, tu me parles de Kimpembe qui défend sur Marquinhos. Alors c'est peut-être pour ça que je vois pas tes messages en même temps Steve, mais bon, on t'aime quand même. On a Lior qui nous dit le flop 3, Aurier, Maxwell, Draxler. Un très bon pressé de Kimpembe nous dit Alexis. Kiki qui nous dit flop 3, Mota, Aurier, Nkunku qui met quand même Thiago Mota dans le flop 3. Et on a Axel qui nous pose la question si Thiago Silva devrait revenir la semaine prochaine. Oui, Thiago Silva devrait être présent normalement face à Marseille. Voilà pour le flop 3, continuez à réagir les amis, les cœurs, les pouces, je vois plus de pouces là. Je vois plus de pouces ni de cœurs, on continue à mettre des pouces et des cœurs les amis. Et je veux juste qu'on revienne avant de passer à autre chose parce que le temps passe très très vite. Sur cette conférence de presse après de Pascal Duprat, après le match, c'était Julien hier en conférence de presse, complètement surréaliste. On l'écoute d'abord sur son expulsion, Pascal Duprat qui a fait du Pascal Duprat. En fait, c'est comparable à ce qu'on vit dans le pays. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'exprime,
eh bien, on est sanctionné, quoi. C'est un État extrêmement répressif. Donc l'arbitrage est le microcosme de notre État. Voilà. Moi, je sais que peut-être que certains de mes collègues sont placides sur les bancs de touche. Je les approuve, mais personnellement c'est impossible. D'autant que voilà, quand il y a touche pour Toulouse, il y a touche pour Toulouse. Et quand il y a faute pour Toulouse, il y a faute pour Toulouse. Donc quand on pense non pas être victime d'une injustice, mais quand on pense qu'il y a faute et que l'arbitre ne siffle pas, eh bien on s'exprime lorsqu'on est coach. En tout cas, je m'exprime. Voilà. Mais apparemment, faut pas s'exprimer. Voilà. C'est comme ça, donc c'est la répression. Puis ensuite, vous savez pas où aller parce que votre place c'est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. Donc j'ai craint un instant que j'allais finir en tôle. Révolutionnaire Pascal Duprat hier en conférence de presse. Il y a même eu une question après. Vas-y, je te laisse parce que tu y étais. Moi, j'étais en zone mixte pendant ce temps-là. Vas-y, je te laisse parler sur Duprat. Ouais, voilà, sur la question. Le Duprat Comedy Club, nous dit Michel, c'est un peu ça. Ouais. Sur la question d'après, j'ai pas forcément envie d'y revenir. C'était un peu n'importe quoi, mais on ne peut pas cautionner de tels propos de Pascal Duprat parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'il ait un personnage, il est plaisant pour certains, il est moins pour d'autres, il a un personnage, mais il faut à un moment donné peser parce que là, poids des mots. Hors du foot, quand oui, quand il parle de l'état répressif, du fait qu'il aurait pu aller en tôle, enfin là, c'est quand même. On est en train de parler de football, les gars, je vous le dis à chaque fois, c'est que du football. Tout le respect que je dois à Pascal Duprat, je pense qu'il a jamais dû vivre dans une dictature, parce que s'il pense que l'état français est un état répressif, voilà, mais moi ce qui me dérange c'est qu'on va pas parler de la politique. Non, on va pas parler de ça. Mais moi ce qui me dérange c'est qu'il est plus à chaud là, Pascal Duprat, quand il arrive en conf. C'est 20 minutes, 30 minutes après le coup de sifflet final. C'est un sketch, nous dit Steve. Il doit avoir le recul. Il doit avoir le recul pour pas dire de tels mots. C'est pas possible de parler de répression. Et on l'a vu, on a tous vu Pascal Duprat hyper nerveux dans sa zone technique. Ouais. Il a pas dû avoir que des mots tendres. Mais même si l'expression est sévère, même. Oui, et même si quand bien même l'expulsion est sévère, on n'a pas à dire des choses comme ça. Et je trouve que voilà, Pascal Duprat, qui avait fait énormément de bien à Toulouse lors de la seconde partie de saison, la saison dernière, est en train un peu de s'enfermer dans son personnage. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il se caricature un peu lui-même. Ouais, c'est dommage pour Pascal Duprat. Voilà. On a Alexis qui nous dit comme il a raison, les arbitres n'étaient pas exceptionnels, ils étaient un peu débordés. Mais oui, ça, c'est pas ce qu'on dit, Alexis. On est d'accord avec toi, Alexis. Les arbitres hier, c'est pas été au top. Mais là, il sort complètement du cadre du football. Je vous le dis à chaque fin d'émission, les gars, ce n'est que du football. On est là pour s'amuser, on est là pour s'éclater. Il y a des enjeux qui dépassent le football aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent dans le foot. C'est pour ça. Mais là, même si tu perds sur une heure d'arbitrage, c'est du football, les gars. C'est du football. Il faut quand même pas oublier. Et hier, il a eu des mots qui ont complètement dépassé sa pensée. Je pense, on a parlé. Je voulais pas y revenir, mais ça a parlé de Théo après quasiment en conférence de presse. Des choses qui dépassent complètement enfin, on va pas rester complètement sur cette histoire, mais bon. Non, mais encore une fois, pour moi, c'est un dérapage de Pascal Duprat. Ouais, c'est un dérapage. Et je voulais qu'on en parle. C'est un dérapage, et moi, c'est ce qui m'embête le plus là-dedans, réellement, c'est qu'on est 30 minutes après le coup de sifflet final, et que 30 minutes après le coup de sifflet final, quand on est un personnage public comme Pascal Duprat, qu'on sait que ses propos vont être relayés, qu'il y a des caméras dans la salle, et ben on doit être capable quand même d'avoir un peu de recul, et effectivement de penser que ça reste que du football, et ne pas complètement dérailler. Parce qu'il y a quand même des jeunes qui regardent le foot toujours, vous êtes beaucoup de jeunes à nous suivre sur Goal, beaucoup de jeunes à suivre le PSG Show. Il y a quand même un espèce de... Il faut quand même montrer l'exemple, parce que Duprat qui arrête pas de le dire. Il le dit même, je suis pas un éducateur, je suis pas un coach, je suis un éducateur. Quand on est éducateur, on doit pas avoir de mots pareils. Moi, je trouve que... Je suis désolé, on est un peu long sur Pascal Duprat, mais c'est important que vous compreniez vraiment. Je trouve que Pascal Duprat, encore une fois, je le répète, je trouve que depuis un certain temps, là, il s'enferme dans son personnage. Voilà, il s'enferme dans son personnage. Tu as utilisé le mot révolutionnaire. Voilà, il a un peu ce côté, pas anarchiste, mais un peu révolutionnaire, un peu aller à contre-courant, un peu. Et bon, voilà. Et par moments, il est un peu bien pensant, Pascal Duprat, et c'est un peu problématique parce qu'il n'a pas toujours raison. On a Axel, le supporter toulousain, qui nous dit donc, est-ce qu'il va être suspendu est-ce qu'il peut être suspendu pour des propos pareils? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il puisse être suspendu pour des propos pareils. Il a pas été, il a rien remis en cause. Voilà, il y a eu des propos qui ont été plus incriminants pour l'arbitrage que ça. Là, il est complètement sorti de son sujet en fait, et je crois pas qu'il puisse être suspendu pour ça. Ça m'étonnerait.
On a Michel qui nous dit ce qui est grave, c'est qu'il se fait passer pour une victime quand même. Mais quand bien même, encore une fois, c'est pas le problème. Là, il peut se faire passer pour une victime. Il a des raisons de se faire passer pour une victime. Il peut parler de l'arbitrage, il peut parler de ce qu'il veut. Sauf que là, il sort du cadre. Je le répète, même hier, je sais pas s'il a voulu mettre en place un pare-feu pour son équipe et pour le jeu que son équipe a proposé. Mais au niveau de l'arbitrage, hier, il peut se sentir au moins aussi lésé que les Parisiens. Pour moi, s'il y a une équipe qui a été lésée par l'arbitrage hier, c'est plus le Paris Saint-Germain que Toulouse. Parce que siffler une touche qui aurait dû être pour Toulouse et la donner à Paris, c'est quand même un peu moins grave que 2 pénaltys oubliés, parce qu'on peut parler du pénalty sur Pastore aussi en toute fin de rencontre. Il y a un moment donné, il y a clairement corner, l'arbitre siffle 6 mètres pour Toulouse. Bon voilà, je pense qu'hier il y a eu un arbitrage qui a été défavorable, mais pour les deux équipes. Voilà, on va s'arrêter là. Steve qui nous dit c'est bientôt l'asile pour lui, c'est un peu dur Steve de dire ça quand même sur quelqu'un. Il est quand même pas fou, c'est quand même un homme intelligent, et c'est pour ça qu'on se permet de le critiquer ce matin, parce qu'on sait que ce sont des propos qui ne lui ressemblent normalement pas, et donc voilà, c'est un petit dérapage. Allez, on revient au football et à un match très important la semaine prochaine entre OM et le Paris Saint-Germain, le classico entre les deux plus grosses équipes du championnat de France en termes de palmarès avec la Saint-Etienne. On va écouter Thiago Motta qui parle de ce match. On va rester sur ce match très rapidement parce qu'on a pris du retard. Thiago Motta qui parle de cet OM Paris Saint-Germain. J'ai regardé les derniers matchs qu'ils ont fait, ils sont très bien aujourd'hui. Un très bon niveau de jeu, d'intensité, surtout chez eux. Comme toujours, jouer là-bas c'est pas facile, ça va être un bon match ouvert. Parce qu'aujourd'hui c'est une équipe qui a changé, c'est pas la même équipe qu'on a joué contre ici. On a le respect pour un grand club, pour une bonne équipe, pour de bons joueurs. Et à la fin, j'espère que ça va être un bon match pour tout le monde et qui mérite plus, qui gagne le match. Et du coup voilà, le Paris Saint-Germain qui va avoir la pression quand même, mine de rien, à Marseille, puisque Monaco aura joué à Guingamp. Si Monaco gagne, Monaco va prendre 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, et donc il va falloir gagner. Finalement, le match d'hier va mettre beaucoup de pression à Paris dans un stade Vélodrome qui s'annonce bouillant. Non, mais c'est sûr que les 2 points laissés sur la pelouse du Parc des Princes hier par le Paris Saint-Germain vont peut-être avoir une conséquence. Alors évidemment, il va falloir que Monaco prenne les points aussi à Guingamp, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident d'aller jouer au Rodon. Lyon a perdu là-bas, Paris a perdu là-bas. Voilà, Lyon a perdu. Nice a gagné 15-0 et honnêtement, s'en est plutôt bien sorti parce que c'était un match pas évident. Les gros ont perdu. Marseille a perdu là-bas au Pérou. Donc voilà, c'est quand même pas un terrain qui est très accueillant pour les grosses équipes. Si Monaco effectivement prend 6 points d'avance, il y aura encore plus de pression sur les épaules des joueurs du Paris Saint-Germain au coup d'envoi au Vélodrome. Voilà, est-ce que vous pensez du coup que le Marseille peut le faire? La semaine prochaine, je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain avec nous ce matin, mais est-ce que vous pensez que Marseille peut vraiment embêter le Paris Saint-Germain demain? Vous nous mettez vos petits commentaires. Thomas qui nous dit qu'il va falloir gagner là-bas, prouver que notre victoire n'était pas achetée contre le Barça, n'est-ce pas Bengous? Ah voilà, c'est certainement notre ami Bengous qui a dû parler. J'ai pas vu sa vidéo. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon, ils disent ce qu'ils veulent, les amis. Et chacun, on a encore, comme on l'a dit, on n'est pas dans un pays de répression, malgré tout. Chacun dit ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Bengous, il fait monter la sauce. Il fait monter aussi la sauce en vue du Classico. Il est dans son rôle. Exactement. Voilà, je pense qu'on a été complet sur ce PSG Toulouse. On parlera de ce PSG OM la semaine prochaine, lundi prochain. On sera bien sûr en direct un petit peu plus tard parce qu'il va falloir me laisser le temps de revenir de Marseille puisque le match est dimanche soir. Donc on fera le PSG show un petit peu plus tard dans la journée si vous le voulez bien. On va passer à un autre sujet un petit peu plus compliqué à son Paris Saint-Germain. C'est le cas de Grégor Krychowiak. Samedi, Grégor Krychowiak a joué pour la 2e fois de la saison avec la réserve, la 2e fois du mois même. Il avait joué contre Granville en début de mois de février. C'était face à Bergerac, victoire 2-1 de la réserve parisienne samedi au Camp des Loges. C'est lui qui a demandé à jouer. Vous avez un papier sur goal.com sur sa situation, toutes les informations à savoir sur Krychowiak. Est-ce qu'il va partir en fin de saison? Est-ce qu'il va rester? Voilà, il a demandé à jouer avec la réserve Grégor Krychowiak parce qu'il veut être sélectionné avec la Pologne au mois de mars et parce qu'il estime qu'il a besoin de garder du rythme. Je l'ai vu jouer. Il a fait un match très moyen avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Il est hors de rythme actuellement, Krychowiak. Il est revenu de blessure au genou. Il n'a pas joué, il n'est même pas apparu dans le groupe du Paris Saint-Germain depuis le match face à Lorient, le dernier match de l'année 2016, la victoire 5-0. Il est clairement mis au placard. Unai Emery explique que Krychowiak ne joue pas parce qu'il y a de la concurrence, parce que actuellement Thiago Motta et Adrien Rabiot sont meilleurs que lui, ce qui est une vérité.
Sauf que c'est un joueur acheté quand même 30 millions d'euros l'été dernier au FC Séville. Avant de t'écouter, Julien, je vous propose de regarder les images justement du match de Krychowiak face à la réserve, face à Bergerac. C'était samedi au Camp des Loges. Voilà pour les images de Krychowiak. C'est dur de voir Krychowiak jouer avec la réserve. Dites-nous si vous pensez que Krychowiak doit revenir dans le groupe. On veut des petits cœurs, sinon on veut le petit smiley en colère pour que Krychowiak reste avec la réserve parisienne. Encore une fois, en tout cas, c'est lui qui a demandé avec la réserve. Il a un état d'esprit irréprochable, il veut jouer, il parle pas, il fait pas de problème. J'ai essayé de lui parler après le match en l'attendant devant sa McLaren Mercedes. Magnifique, il a une McLaren qui est... C'est pas une Mercedes, c'est une McLaren qui est magnifique, qui attendait au milieu des Clio des joueurs de la réserve du Paris Saint-Germain. Il n'a pas voulu parler, il continue à bosser, il continue à vouloir jouer pour jouer avec sa sélection. C'est compliqué, voilà, les cœurs, c'est entremêlé entre les cœurs, entre ceux qui veulent qu'il revienne dans le groupe et ceux qui veulent qu'il reste avec l'équipe réserve. Est-ce que vous voulez qu'il parte en fin de saison? Vous nous le dites en commentaire. Toi, pour toi, qu'est-ce que tu ressens pour Krychowiak en ce moment? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes d'amour? Non, je ne ressens rien de particulier pour Krychowiak, si ce n'est que je suis un peu surpris parce que c'est quand même un joueur qu'on suivait déjà du côté de Reims et qui en Ligue 1 était promis quand même un bel avenir, qui à Séville a fait de belles choses et en plus sous surcroît avec Unai Emery, voilà. Donc on est un peu surpris de son sort ici au Paris Saint-Germain. Malgré tout, on est obligé de constater qu'à chaque fois qu'il a joué avec le Paris Saint-Germain cette année, il n'a pas été bon, il a été en dessous, techniquement, il a été en dessous physiquement, on a vu qu'il n'était pas au niveau. Ce qui se passe, j'en sais rien, mais évidemment, Unai Emery, à mon avis, ne se cache pas derrière l'excuse de la concurrence. Aujourd'hui, à son poste, il y a des joueurs qui sont très performants et tout simplement, il n'a pas sa place dans le groupe. Steve qui nous dit Krycho, 30 millions pour jouer avec la réserve, ça fait cher quand même. Michel qui nous dit dans la vidéo, on le voit souvent la tête basse, ce qui démontre un manque de confiance et de physique. On a Alcino qui nous dit au moins il pourra peut-être faire progresser la réserve avec son expérience. Thomas qui nous dit dommage parce que c'est un guerrier à la base. Alexis qui nous dit on le sent désintéressé du match. Et enfin Hugo qui dit non, il n'a plus du tout le niveau, simplement c'est du gâchis comme Cressé. Je vous invite vraiment à aller voir ce papier sur goal.com sur la situation de Krychowiak. C'est très compliqué pour lui. On sait qu'à l'Inter qui était très très intéressé au mois de janvier, qui a essayé de le faire venir. Lui il a voulu rester au Paris Saint-Germain au mois de janvier parce qu'il sentait qu'il avait quelque chose à faire. Sauf que là clairement avec le niveau qu'il a actuellement, ça va vraiment être très difficile de revenir dans le groupe. Et ouais. Comme tu l'as dit, avec Rabiot et Mota devant lui. Ouais, non mais voilà, c'est aujourd'hui qui est de prendre la place de qui? Parce que quand on parle de Thiago Motta et de Adrien Rabiot, on peut aussi en mettre d'autres, parce qu'il peut jouer relayeur, Krychowiak, il n'est pas obligé de jouer 6, il peut jouer dans le milieu. Il peut jouer en défense centrale aussi, il peut jouer dans le cœur du jeu, il peut jouer en défense centrale, mais il a sa place nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la hiérarchie, de toute façon, c'est clair, il n'est même pas dans le groupe, il va jouer en CFA, et de ce qu'on voit, il n'est pas prêt d'y revenir dans le groupe parisien, donc ça sent le départ. Malheureusement pour... Ça sent le départ, mais c'est aussi un truc que je sais plus qui soulignait, et il a raison, je crois que c'est Hugo qui nous parlait de gâchis comme Cressé, et c'est clair qu'entre lui et Cressé, c'est un investissement de plus de 55 millions d'euros sur les deux joueurs, et quand on voit le résultat, c'est sûr que c'est pas deux bons coups de la part du PSG. Voilà, on parle. Il peut jouer en défense centrale, nous dit Axel. Oui, il peut jouer en défense centrale, donc il peut éventuellement dépanner s'il y a plusieurs blessures en défense centrale. Même là aussi, on pense qu'un Thiago Motta serait souvent privilégié. Voilà pour la situation de Krychowiak. Si vous voulez en savoir plus sur le site, sur goal.com, vous avez tous les papiers. On continue les amis parce qu'on va aller très très vite sur la fin d'émission. Malheureusement, on a été un peu long. Et je vous propose qu'on passe rapidement, mais je tenais à vous la montrer. Cette petite interview qu'on a faite avec Formiga, qui est la nouvelle star brésilienne du Paris Saint-Germain, qui a marqué ce week-end son premier but face à Tours en Coupe de France
avec les filles du PSG, victoire 11-0. Formidable. Formidable, parfois. Mais qu'est-ce qui est marrant? Des cœurs. Je veux des cœurs pour Julien Khaled. Des cœurs pour cette blague, je suis formidable. Ah, bah j'ai fait un très beau cœur d'ailleurs. On parle de Thiago Silva, nous dit Jojo. On parle de Thiago Silva juste après à vous avoir montré cette petite vidéo de Formiga. Voilà, je vous l'ai dit. 38 ans, la star brésilienne du Paris Saint-Germain qui a marqué son premier but ce week-end. On vous montre ça et on continue sur les Brésiliens en parlant de Thiago Silva si vous voulez, parce que c'est vous qui faites cette émission. Vous voulez parler de Thiago Silva? Je sais pas le faire. On parle de Thiago Silva. Tu vas faire le cœur? Non. Ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, on voit Formiga. Allez, allez. Sem dúvida, minha vida ela sempre foi movida a desafios, né? E esse é mais um que eu aceitei, né? E espero que venha mais desafios por aí, porque eu gosto disso. E é claro que é a minha primeira passagem aqui em jogar e pretendo continuar jogando, né? Que for até meus 40 anos, mas sempre com esses desafios na minha vida. Mas sem dúvida, sempre tive um desejo, um sonho de jogar uma Champions League e essa oportunidade. E como falei antes, só tenho que agradecer a Deus, né, por estar com 38 anos e poder realizar esse sonho, né, e agradecer também a todos os do PSG por me dar essa oportunidade. Me deixaram bem à vontade, pediram para que eu faça somente aquilo que eu sei fazer, não, nada além do que eu não possa dar, então eles me deixaram à vontade e é isso que eu pretendo fazer, né, seguir essa linha de raciocínio deles para conseguir o campeonato, né, que é cada um se ajudando para a gente atingir nosso objetivo. Sempre, com certeza, como falei antes, por ter uma brasileira aqui, querendo ou não, o foco volta também, né, para o PSG e a gente sabe que é uma excelente, grande equipe. Muitas meninas têm um sonho de estar aqui, de vestir essa camisa, não só eu, não só a Cristiane, como a própria Érica, que aqui passou. Então muitas veio o PSG realmente como um grande time, como realmente ele é. Voilà, pour Formiga, je tenais à vous montrer ça malgré le fait qu'on soit un petit peu en retard. Donc voilà, le PSG féminin qui est toujours en course pour essayer de remporter la Ligue des Champions cette saison. Quart de finale face à Munich à venir au mois de mars et également pour être champion de France en la bataille avec le Montpellier et l'Olympique Lyonnais, bien entendu, qui est la meilleure équipe française au football féminin. Voilà, Jojo, tu voulais parler de Thiago Silva, on va parler de Thiago Silva rapidement là aussi. Thiago Silva qui est blessé au mollet, les amis. Voilà, il y a eu quelques rumeurs sur Thiago Silva, mais il est blessé au mollet. Il devrait revenir normalement si tout va bien face à l'OM la semaine prochaine. Il va y avoir une semaine. Les joueurs qui sont de repos aujourd'hui, qui sont de repos demain, qui reprennent l'entraînement mercredi au camp des Loges. Certains vont partir en week-end un petit peu. Vous savez, dès qu'ils ont 2 jours de repos, les joueurs ils aiment bien partir. Marco Verratti aime bien aller à Ibiza par exemple, dès qu'il a 2 jours. Donc il va certainement aller faire un petit tour du côté de l'Espagne. Et Thiago Silva, lui qui va rester à Paris et qui va essayer de se soigner pour revenir en forme face à l'OM dimanche. Ça te fait rire? Ouais, j'espère qu'ils ont bien conscience que la période est chargée et que 2 jours de repos, que dans 2 jours de repos, il y a repos. Oui, voilà, vous savez, quand on est joueur de foot, on essaie de partir un peu rapidement. Voilà pour contusion au mollet d'ici, exactement. Il a une contusion au mollet. Voilà pour Thiago Silva. On enchaîne parce qu'on a beaucoup d'informations mercato à vous donner. Et notamment, une petite info, voilà, sympa. Tu as été voir Marsal, l'arrière-gauche de Guingamp, il y a 10 jours maintenant à Guingamp. Il est prêté par Benfica à Guingamp. C'est l'un des meilleurs latérales du championnat de France. Maxwell part en fin de saison. Alors pourquoi pas Marsal au Paris Saint-Germain la saison prochaine en vue de ses stats? Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il n'a pas le niveau? Dites-nous si vous aimeriez bien voir en commentaire Marsal arriver au Paris Saint-Germain. Tu lui as posé la question et on va voir sa réponse à Marsal. Le PSG va chercher un latéral gauche a priori cet été. Il y a beaucoup de Brésiliens au PSG. C'est quelque chose qui pourrait vous plaire par exemple s'il venait vous chercher? Claro, o Paris Saint-Germain, eu estaria sendo hipócrita se dissesse que não. Mas o Paris Saint-Germain é um clube que é um clube top. Todos os jogadores que estão jogando em França, se tiverem a possibilidade de ir para o Paris Saint-Germain, com certeza veem isso com bons olhos. E eu não sou diferente. Se por um acaso mais para frente houver um interesse, eu com certeza seria um jogador realizado em poder ir para o Paris Saint-Germain. Je serais heureux d'aller au Paris Saint-Germain. La phrase de Marsal, tu as été le rencontrer. Marsal au Paris Saint-Germain, c'est possible?
Ben, c'est possible. Moi, si tu me demandes mon avis, je te dis oui. Je te dis que le Paris Saint-Germain ferait bien de s'intéresser à lui. Alors moi, j'ai plusieurs informations à vous donner, sans parler de Mercato, parce que c'est un joueur qui, malheureusement, reste quand même pas connu du grand public. C'est sûr que il appartient pas à Guingamp, on rappelle, il appartient à Benfica. Il appartient à Benfica, et c'est un joueur qui est parmi les meilleurs latéraux évidemment du championnat. C'était lui qui était dans l'équipe type de la première partie de saison, mais c'est surtout un des meilleurs latéraux. 6 passes décisives, nous dit-il. 6 passes décisives, c'est le meilleur passeur décisif, défenseur, passeur décisif d'Europe. Il n'y a pas que ça, c'est aussi le latéral qui en Europe réussit le plus de centres dans les grands championnats. Hein. Quand je dis en Europe, je parle des 5 plus grands championnats. C'est celui qui réussit le plus de centres, c'est celui qui fait le plus de passes décisives, et je me permets, avec tout le respect que je dois à Guingamp, de remettre ça dans le contexte. Il fait ça à Guingamp, c'est-à-dire, on peut se poser la question légitimement, qu'est-ce qu'il ferait dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui a quand même plus de maîtrise dans le jeu que Guingamp. C'est un joueur qui est très fort, c'est un joueur qui a 27 ans, qui est mature. Je me dis que ça peut correspondre tout à fait à ce que recherche le Paris Saint-Germain, parce que d'une part, il est brésilien, ce qui fait que son intégration au vestiaire du Paris Saint-Germain serait assez simple pour lui. C'est un joueur qui est offensif, comme Unai Emery aime utiliser. C'est un joueur qui ne rechigne pas la tâche non plus défensivement. Je vous invite vraiment à regarder ses prestations, parce que c'est un joueur qui est vraiment très fort, qui fait partie cette saison des meilleurs joueurs de notre championnat. Et puis la deuxième information que j'ai à donner, c'est que dans les tribunes du Roudourou, il y a du monde pour Fernando Marsal. On peut parler de Liverpool et de la Juventus, on parle d'autres clubs, on parle de Benfica, qui évidemment ne serait pas contre le récupérer forcément. Voilà, il va y avoir du monde sur Fernando Marsal. On peut d'ores et déjà dire avec certitude, je dirais à 90-95%, qui ne sera pas à Guingamp et qui ne restera pas à Guingamp la saison prochaine, parce que comme je vous dis, il est scruté en tribune au Roudourou. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui pourrait intéresser le PSG, mais ça tu pourrais nous en dire plus. Oui, voilà, et qui pourrait remplacer cet homme-là, Maxwell, qui est en fin de contrat à l'issue de cette saison et qui devrait quitter le Paris Saint-Germain. Il aimerait bien faire encore une saison, Maxwell, donc il pourrait partir au Brésil pour faire une saison supplémentaire et revenir ensuite au Paris Saint-Germain pour intégrer le staff. Par exemple, on a Axel qui nous dit: est-ce qu'il n'y a pas mieux sur le marché? Il y a mieux, certainement. On parle, alors tu es peut-être forcément d'accord avec moi, mais Ricardo Rodriguez est une piste du côté du Paris Saint-Germain. Il y a eu des discussions pour le faire venir cet hiver, Ricardo Rodriguez, sauf que c'est une piste aimée par Unai Emery, pas forcément par Patrick Kluivert. Donc voilà, Patrick Kluivert est un peu tardé, et Ricardo Rodriguez qui pourrait du coup se diriger plutôt vers l'Italie que vers le Paris Saint-Germain pour Ricardo Rodriguez. Parce que voilà, il y a des différences d'opinion entre Unai Emery et Patrick Kluivert. Mais toi, par exemple, Marsal, c'est quelqu'un qui pourrait être mieux que Ricardo Rodriguez. Moi, quand j'ai fait ce papier sur Marsal, et l'interview sur Marsal, d'ailleurs vous pouvez aller la voir sur goal.com, j'ai fait une infographie avec Opta sur les statistiques des latéraux en Europe. Mais Ricardo Rodriguez ne sort nulle part. Il ne sort nulle part. Mais quand je dis nulle part, c'est il ne sort nulle part. Il y a les meilleurs. Il ne fait pas partie des meilleurs latéraux d'Europe. Donc après, moi, je ne vais pas me permettre de le juger plus que ça et au-delà des statistiques, parce que je ne regarde pas Wolfsburg et donc je ne vois pas exactement ce qu'il donne dans le jeu. Je l'ai vu là ce week-end contre Dortmund, j'ai vraiment pas trouvé ça extraordinaire. Wolfsburg n'a pas fait un bon match. Je sais pas quoi dire. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que Marsal fait partie des meilleurs latéraux d'Europe. C'est pas un nom clinquant, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait tout à fait correspondre à ce que le Paris Saint-Germain recherche. Teddy nous dit, parlons de Krikoviak. On a parlé de Krikoviak tout à l'heure, Teddy, quand même. Tu arrives un petit peu en retard. On a Alcino et Michel qui lui demandent quelle serait sa valeur marchande. Mais justement, ça c'est une question qui est très bonne, parce qu'on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que c'est Benfica qui serait vendeur, et quand c'est Benfica qui vend, Benfica vend cher. Il souhaiterait le vendre, je ne peux pas le garder. Non, je dis pas ça. Je dis que. Il a été élu meilleur latéral de Turquie la saison dernière. Meilleur latéral de Turquie la saison dernière. La saison dernière en Turquie. Il fait partie. Je discutais avec. Alors c'est très compliqué parce que franchement le nom il est presque imprononçable et c'est pas un club connu. Mais ce qui rajoute encore du crédit à ses performances d'ailleurs, parce que il fait ça dans des clubs. Il ne va pas faire un match au Galatasaray ou des clubs. Voilà, il fait ça dans des clubs qui sont quand même pas des foudres dans le championnat. Non, Sami Maxwell ne devrait pas être prolongé. Donc voilà, je trouve que ça rajoute encore du crédit, encore plus de crédit à ses performances. C'est vraiment un joueur très intéressant. Si vous regardez Guingamp, vous vous apercevrez que c'est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot, et donc je vous le conseille.
Kurzawa doit avoir peur, nous dit Axel, oui peut-être. Carvajal nous dit on donne des noms, voilà. Enfin, on voulait vous montrer cette petite interview qui parle du Paris Saint-Germain. Pourquoi un nom? Pourquoi pas pour le Paris Saint-Germain, pour remplacer donc Maxwell la saison prochaine. Pour répondre juste à la question qui parlait de la valeur marchande là sur Benfica, on sait pas trop ce que Benfica va vouloir faire avec lui. Je pense que quoi qu'il arrive, ça sera pas inférieur à 10 millions d'euros. Voilà, donc Héctor Rodriguez, c'est quelque chose comme 25 millions d'euros si le Paris Saint-Germain veut le faire venir. Ça peut être un bon rapport qualité-prix pour une doublure de Kurzawa, pourquoi pas pousser Kurzawa sur le banc, une bonne surprise. Allez le chercher, tu l'as dit, le Paris Saint-Germain ne sera pas seul. Allez, avant qu'on se quitte, pêle-mêle les informations qu'on a à vous donner sur le mercato. Sur la prolongation de Marquinhos, la famille de Marquinhos est à Paris, l'agent de Marquinhos est à Paris actuellement pour discuter d'une prolongation avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. On sait que ça discute depuis pas mal de temps, depuis l'été dernier déjà les dirigeants parisiens veulent prolonger Marquinhos jusqu'en 2020-2021, certainement 2021. On n'est pas très loin d'une prolongation de la part de Marquinhos. Ça devrait avancer cette semaine, une semaine pleine, sans match pour les dirigeants du Paris Saint-Germain qui vont pouvoir avancer sur plusieurs prolongations. On parle notamment de celle de Cavani. Si vous avez lu l'article de nos confrères du Parisien ce matin qui disent qu'il y a encore un petit souci entre les dirigeants, un tout petit souci de clause, sauf que ni les dirigeants ni les agents de Cavani ne veulent lâcher sur cette clause. Donc ça devrait se régler, Cavani devrait prolonger, Marquinhos devrait prolonger. On sait qu'il y a des discussions qui vont être entamées également pour Adrien Rabiot. Ce que je peux vous dire également, c'est que du côté de Thiago Motta et du côté du Paris Saint-Germain, on verrait bien le fait de prolonger d'une saison supplémentaire également. Là aussi, tout doucement, ça commence un petit peu à parler pour essayer de prolonger du côté de Thiago Motta. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement, ça serait un bon sujet. On en parlera peut-être lundi prochain dans le PSG Show. Je pense qu'on a été complet sur tous les sujets, les informations un peu chaudes qu'on avait à vous donner ce matin sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Voilà, je pense qu'on a été super, ça a été encore une très belle émission. Avant qu'on se quitte, comme d'habitude, vous avez la petite poupluche de Cavani, elle était avec moi toute l'émission, mais elle a gagné. Voilà, si vous voulez gagner cette petite poupluche de Cavani, qu'est-ce qu'il faut faire, Julien? Vous partagez l'émission avec le petit bouton qui est en dessous de votre écran. On vous tire au sort mercredi, on vous envoie ça directement chez vous ou vous venez le chercher ou vous parlez du PSG Show sur Twitter. Hashtag PSG Show, on vous envoie ça. Voilà, on partage l'émission, on gagne la poupluche de Cavani et nous, on se donne rendez-vous dimanche au Stade Vélodrome. On sera le petit live d'avant-match, 2 heures avant le match en direct du Stade Vélodrome. Lundi prochain, 11h, le PSG Show, encore une fois, plein de surprises. On a eu beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Excusez-moi, sur la fin, on a été très très rapide. Les amis, beaucoup de choses à vous montrer. On se quitte là. N'oubliez pas, c'est que du foot. On est là pour s'éclater. Tu t'es éclaté aujourd'hui. Oui, je m'éclate aujourd'hui. Si tu t'es éclaté, moi je me suis éclaté à mon poste. Voilà, on s'est super éclaté. Et on se laisse sur le générique. Comme d'habitude, de PSG Show, c'est le nouveau générique qui est brillant. On l'a vu au début, on le voit à la fin, on le verra au milieu, on le fera tout le temps. On le met tout le temps. Ciao les gars. Ciao. Ciao, ciao. Ouais.